Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Le gouvernement se défend de faire une politique d'austérité. Jean-Marc Ayrault évoque une gestion rigoureuse des finances publiques, mais les efforts demandés inquiètent la majorité. Collectivités locales à la diète, désindexation des pensions de retraite et taxation des allocations familiales. L'exécutif étudie toutes les pistes pour dénicher des économies. Notre invité ce soir, c'est le président de la Caisse nationale des allocations familiales, Jean-Louis Desroussans, tout à l'heure. Soulagement des salariés de Spanghero, l'usine au centre, vous le savez, des critiques dans l'affaire de la viande de cheval, retrouve en partie son agrément sanitaire. Annonce faite cet après-midi par le ministre de l'Agriculture. Stéphane Le Foll nie avoir cédé à une quelconque pression sociale et affirme qu'un rapport d'enquête définitif sera rendu ce vendredi. Et puis, après des jours de négociations, c'est l'échec ce soir de la formation d'un gouvernement apolitique en Tunisie. Le Premier ministre Hamadi Djebali n'a toutefois pas annoncé sa démission, comme il l'avait lui-même évoqué, faute de consensus. Il indique qu'une autre forme de compromis sur la composition du gouvernement pourrait intervenir dans les prochains jours. En attendant, la crise politique se poursuit en Tunisie. Tous les détails dans le tour de l'info tout à l'heure. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie. Ce soir, le gouvernement a donné son feu vert à la reprise partielle des activités de transformation de Spanghero qui se trouve au cœur du scandale de la viande de cheval. C'est donc le soulagement chez les 340 salariés qui avaient exprimé leur inquiétude auprès des ministres concernés. Mais Stéphane Le Foll assure n'avoir cédé à aucune pression sociale. Le rapport d'enquête définitif est attendu pour ce vendredi. Les faits, c'est avec Mathilde Bélanger. Ils sont repartis soulagés, les syndicalistes de Spanghero du ministère de l'Agriculture. La plupart des 300 salariés en chômage technique depuis jeudi vont pouvoir reprendre leur travail. Désormais, ils n'espèrent plus qu'une chose, que l'image de leur entreprise n'ait pas trop souffert du scandale. Les clients, il faut qu'ils reviennent de suite, qu'on reprenne les commandes, parce que si on ne prend pas les commandes, on fait comment? Voilà, donc, et en plus de ça, ce qui est sympa, ce qui est bien, c'est que les ministres, les trois, même le directeur de cabinet des services veto, je ne sais pas comment ils vont les appeler, nous a dit c'est très clean chez vous. Il a dit qu'il n'y a aucun souci au niveau des produits, au niveau de la qualité. Pour les consommateurs, ils ne risquent rien. Les autorités ont donné leur feu vert à la reprise d'une partie des activités de Spanghero, des coupes de viande, charcuterie et plats cuisinés. L'activité de négoce, en revanche, reste suspendue car l'enquête est toujours en cours et ces premiers éléments confirment que l'étiquetage de la viande a bien été modifié. La question de la tromperie reste la question essentielle. Il ne doit y avoir aucun doute sur l'enjeu qui, pour nous, et de redonner confiance aux consommateurs, de prendre en compte l'ensemble d'une filière sur des plats à cuisiner. Pour le gouvernement, il faut améliorer les procédures de traçabilité de la viande et d'autocontrôle des entreprises agroalimentaires. Jeudi, les représentants de la filière seront reçus à leur tour au ministère de l'Agriculture. Il était retranché sur une grue depuis vendredi. Finalement, Serge Charnay est redescendu tout à l'heure. Il protestait contre la suppression de son droit de visite envers son fils. Il a donc décidé de rejoindre la terre ferme après la tenue d'une réunion ministérielle avec les associations de défense des droits des pères. Le point avec Flora Sauvage. Ils ont fait parler d'eux tout le week-end. Cet après-midi, la garde des Sceaux, Christiane Taubira et Dominique Bertinotti, la ministre de la Famille, ont voulu entendre les revendications des pères divorcés. Il y a des sujets qui semblent relever de la façon dont l'institution judiciaire, à leur sens, prononce les décisions. Et puis, il y a d'autres sujets qui relèvent davantage d'une sensibilisation générale. Ces pères séparés remettent en cause les décisions de justice. Car dans la grande majorité des cas de divorce, les juges aux affaires familiales accordent la garde des enfants à la mère. On dit que 75% des enfants sont confiés exclusivement à leur mère, mais il faut savoir que dans 80% des cas, les parents sont d'accord sur les conditions de résidence de l'enfant et de droit de visite, d'exercice des droits, etc. Donc on a 20% où on a effectivement du conflit, et c'est sur ces 20% de situations-là que c'est difficile. Et dans les cas difficiles, il reste la médiation familiale, un outil plébiscité par les professionnels. La médiation n'est pas obligatoire, elle est obligatoire dans certains pays, le Canada par exemple.
on commence les procédures de divorce nécessairement avec une médiation, ça pourrait peut-être être une piste importante parce que là, les deux parents pourraient davantage envisager les mesures concernant leurs enfants. D'après le ministère de la Justice, seuls 4 à 8% des divorces font l'objet d'une médiation. Dans un entretien accordé à la presse grecque avant sa visite mardi à Athènes, le président Hollande exprime son refus d'une politique européenne du tout austérité. Et on constate en France que le mot est toujours tabou. Oui, l'austérité faisait peur à la droite. Eh bien, l'expression effraie autant la gauche aujourd'hui. Le ministre de l'économie, Pierre Moscovici, préfère évoquer le sérieux de son gouvernement. Et le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, met en avant une gestion rigoureuse des finances publiques. On l'écoute. Bon, il n'y a pas d'austérité, il y a une gestion rigoureuse de l'argent public, mais il y a des priorités. Gouverner, c'est choisir, disait Mendes France, choisir de soutenir le logement, choisir de soutenir les projets urbains et de rénovation urbaine, ça fait partie des priorités. Mais que l'on parle de sérieux, de rigueur ou d'austérité, une chose est sûre, les efforts demandés sont bien réels et les pistes déjà sur la table. Collectivités locales, la diète, désindexation des pensions de retraite ou encore taxation des allocations familiales. Le gouvernement ne s'interdit rien pour trouver des économies. On voit tout cela avec Nathalie Guilloire. 50 milliards d'euros à trouver en 5 ans. Il y a donc urgence du côté de l'exécutif. Des lettres de cadrage vont être envoyées dès cette semaine à chaque ministère par Jérôme Cahuzac, 6 semaines plus tôt que les autres années. Car eux aussi sont concernés, n'en déplaise à certains, tous devront participer à l'effort. Chaque ministère doit donc auditionner quelques-unes de ses politiques d'intervention afin de réduire ses dépenses de fonctionnement et de personnel. Les premières touchées de cette politique sont les collectivités locales. Leurs dotations vont être réduites, ce qui représente 3 milliards d'économies en 2 ans, soit 2 fois plus que prévu. Autre dossier sensible, les allocations familiales. Un sujet tabou et pourtant la Cour des comptes propose de soumettre les allocations familiales à l'impôt ou bien encore de les baisser. Une fiscalisation est donc possible. Pierre Moscovici attend les conclusions d'un rapport d'experts. Et une piste est toujours à l'étude, celle des retraites. Il manque toujours 25 milliards d'euros dans les caisses de l'État. Il faudra donc augmenter les cotisations, baisser les pensions ou bien allonger la durée d'activité. Rien n'est encore acté. Un comité de sages se réunit à la fin du mois pour de nouvelles préconisations. Toutes les pistes sont donc mises sur la table. L'objectif d'un déficit zéro en 2017 est en jeu. Et nos invités ce soir dans le 22h, Jean-Louis Desroussans, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes le président de la Caisse nationale des allocations familiales. Avec nous également notre chroniqueur économique Jean-Louis Gombault. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Alors Jean-Louis, on vient de le voir dans notre sujet, le gouvernement cherche des économies partout, sur fond de croissance zéro et de chômage croissant. Il n'y a pas de sujet tabou. Non, et la déclaration hier du premier président de la Cour des comptes montre que les tabous vont maintenant tomber. Jusqu'à présent, comment l'État a essayé de réaliser des économies dans la gestion des fonds publics surtout, notamment sur la question des fonctionnaires. On ne remplace pas un fonctionnaire sur 2 qui part à la retraite, on gèle le point d'indice, et avec tout ça, malgré tout, on regarde les comptes, on gagne à peu près 1 milliard par an. Ça ne suffit pas par rapport aux objectifs que nous sommes fixés. Et alors, on va maintenant rentrer dans le dur, et plutôt même dans le gras. Et là, il s'agit de sommes absolument considérables. Ça dépasse ce petit milliard que je viens d'évoquer à l'instant. Si on regarde l'ensemble de la dépense sociale française, on arrive à des sommes absolument considérables qui sont de l'ordre de 600 milliards d'euros à peu près. Vous prenez par exemple la vieillesse, on est sur 280 milliards d'euros. Vous prenez la maladie, on est sur 170 milliards d'euros. Vous prenez les allocations familiales proprement dites, on est sur 50-55 milliards d'euros. Les dépenses sur l'emploi, on est sur 90 milliards d'euros. Donc là, on est sur des sommes énormes et la question qui est maintenant posée, c'est est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, beaucoup de choses, à gratter à l'intérieur de tout cela. Et d'où l'intervention hier, évidemment, du premier président de la Cour de cassation sur ces allocations familiales sur lesquelles on va évidemment revenir. Mais par exemple, vous fiscalisez l'ensemble des prestations familiales, vous les mettez donc sur l'impôt sur le revenu, vous gagnez 1,5 milliard. Vous fiscalisez uniquement les allocations, vous gagnez 800 millions. Si par exemple, vous décidez de ne pas indexer les pensions de retraite sur l'inflation, au lieu de faire 2% comme les prix, vous faites 1%. Vous gagnez tout de suite 3 milliards. Donc, quand on arrive sur ces dépenses-là, on arrive donc sur des sommes
énorme et c'est là-dessus qu'on cherche. Alors on va parler dans un instant avec Jean-Louis Desroussons évidemment des allocations familiales, mais Jean-Louis, la rigueur en matière de dépenses sociales sous un gouvernement de gauche, dans l'opinion, la pilule va être difficile à avaler. Alors là, quand on parle chiffres, c'est très simple. Et puis après, quand on rentre dans la politique, ça devient extrêmement compliqué. Alors pas seulement la politique stricto sensu. Par exemple, ça concerne énormément de gens. C'est-à-dire, vous prenez les allocations familiales, vous êtes tout de suite sur 15 millions de personnes. Vous prenez les pensions vieillesse, vous êtes là aussi sur 15 millions de personnes. Vous prenez la maladie, vous êtes sur 65 millions de personnes. Et pas seulement ça d'ailleurs. Vous prenez les allocations familiales, par exemple. Dans ce pays, il y a beaucoup d'organisations. Vous avez à peu près 7 à 8 000 organisations familiales en France qui rassemblent 800 000 à peu près adhérents qui sont très attachés à cette politique. Donc si vous les attaquez frontalement, vous avez un petit problème politique. Et puis vous avez les problèmes économiques, car cet argent qui est dépensé essentiellement pour les personnes modestes, même si les personnes qui ont quelques moyens en profitent également, est recyclé dans l'économie. Donc est-ce qu'il faut aller plus loin dans l'austérité, quitte à avoir un impact sur la croissance? Donc on est sur un tissu de contradictions qui ne sont pas simples à gérer. Et un terrain glissant sur le plan politique. Alors Jean-Louis Desroussons, je disais tout à l'heure, président de la Caisse nationale des allocations familiales, le gouvernement voit donc la possibilité de faire des économies avec les prestations familiales qui représentent au total 77 milliards d'euros en 2011. D'abord sur le principe, est-ce qu'il y a matière à faire des économies? Écoutez, la semaine dernière, on nous déclare en France, il y a 3 millions d'enfants pauvres. Il y a aujourd'hui beaucoup de familles monoparentales en grande difficulté. On comprend bien que les besoins sociaux, aider ces familles, je dirais, à vivre, à nourrir leurs enfants, à leur prévoir aussi un avenir, ça a forcément un coût. Donc je crois que c'est un choix politique aussi. C'est un choix aussi qui a été fait en France et que probablement nous envient nos voisins étrangers. C'est développer la politique familiale. C'est quoi? C'est favoriser bien sûr la natalité. C'est aussi apporter un peu plus d'aide aux familles, notamment les plus défavorisées. Puis c'est aussi harmoniser en fait la vie familiale, la vie professionnelle. Ce qu'attendent les familles aujourd'hui, bien sûr les plus précaires attendent d'abord de l'argent parce qu'il faut nourrir son enfant, il faut l'élever, il faut lui trouver un logement. Mais ce qu'attendent aussi l'ensemble des familles, c'est aussi des services. Et notamment, aujourd'hui, un couple biactif qui a des jeunes enfants, la grande question qu'ils vont se poser, c'est va-t-on trouver une solution d'accueil? Une crèche d'abord, l'école maternelle ensuite, l'école après et des compléments. Donc il y a beaucoup de besoins. On vous entend sur ce principe nécessaire, j'allais dire, de solidarité, mais la piste sérieuse qui serait à l'étude, c'est la fiscalisation des prestations familiales pour les bénéficiaires à haut revenu, comme ça a été évoqué par Didier Migaud. Qu'en pensez-vous précisément? Vous savez, aujourd'hui, à partir du moment où on donne une aide, s'il faut déjà commencer à la fiscaliser, est-ce qu'on peut encore appeler ça une aide? Je crois que ce qu'on donne d'une main et qu'on reprend de l'autre, on peut vraiment se poser la question. Voilà. Bon, aujourd'hui, effectivement, notre branche famille, recettes, dépenses, est en déséquilibre, voilà, depuis quelques années. Bon, pour autant, il faut aussi regarder en arrière. Pourquoi aujourd'hui? Il faut résorber ce déficit. Il faut résorber ce déficit. Voilà, oui. Mais je crois que ça a bien été montré. Le déficit est important dans la branche famille, un peu plus de 2 milliards d'euros. Il est encore plus important dans les autres branches, maladie, vieillesse. Alors voilà, la solution, effectivement, on s'est dit, on va bloquer les revalorisations des pensions de retraite. Peut-être que demain, on continuera à rembourser des médicaments, voire des soins à l'hôpital ou la prise en charge de consultations. Donc voilà, on peut aussi, je dirais, pénaliser davantage les familles. Le gouvernement ne toucherait pas au principe d'universalité qui veut que riches ou pauvres, les familles continuent à avoir une aide avec cette mesure. Pourtant, vous craignez, semble-t-il, un manque de solidarité. Je crois que le principe même, en fait, le fondement en fait, de la sécurité sociale, c'est aussi on contribue selon ses ressources et les familles aisées contribuent à la fois, bien sûr, par les cotisations engendrées par les revenus du travail. Elles contribuent à travers la fiscalité, puisqu'elles payent leurs impôts. Elles contribuent à travers diverses taxes. Donc je crois que si demain on remettait en cause aussi le droit en fait à ce qu'on puisse les aider à travers une prestation, bon, elle peut être minime, mais aussi par rapport aux services qu'on leur apporte, je crois qu'on remettrait en cause le fondement. Jean-Luc Gombault, la fiscalisation des prestations familiales, ça peut rapporter combien
Alors, ça dépend de quoi l'on parle, parce que depuis ce matin, on parle surtout de la fiscalisation des allocations familiales proprement dites, mais il y a Monsieur Migaud a bien parlé de la fiscalisation de l'ensemble des prestations familiales. Donc, c'est deux choses différentes. Dans un cas, sur l'allocation familiale, ça rapportera à peu près 800 millions d'euros. Dans l'autre cas, 1,5 milliard, c'est-à-dire pratiquement la moitié du déficit des allocations familiales. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que dans les allocations familiales, il y a deux aspects. Il y a l'aspect qui est délivré à des gens sans condition de ressources, c'est-à-dire qui concerne tout le monde, et puis il y a une foule d'allocations qui sont avec des conditions de ressources, c'est-à-dire qui concernent fondamentalement les pauvres. Et la question qu'on peut vous poser, monsieur, et qui revient à la première d'ailleurs que vous a posée Sonia, c'est-à-dire sur le principe, est-ce qu'il n'y a pas des réformes à faire en se concentrant en matière d'allocation familiale uniquement sur les populations les plus défavorisées? Est-il normal, par exemple, que les cadres qui gagnent, ou les couches supérieures qui gagnent correctement leur vie, profitent plus en réalité des allocations familiales que les couches pauvres? Alors la réponse, Jean-Louis de Rossan. Elle profite, faut regarder aussi, on vient de remettre en cause aussi les montants en fait du quotient familial. Donc les familles très aisées qui pouvaient tirer beaucoup d'avantages, bon, on a déjà aussi, je dirais, ralenti les avantages que pouvait engendrer en fait ce dispositif. Bon, maintenant, voilà, à force de taxer les riches, vous savez, il n'y a plus de riches, quoi. Et la question, en fait, il faut aussi se la poser. À partir de quel moment est-on riche? Et alors, selon vous, Jean-Louis de Rossan, selon vous, à partir de quel montant? Écoutez, vous savez, moi je sais très bien qu'à partir du moment où on imposera en fait un plafond au-delà duquel on considère que la personne est riche, au-delà duquel elle n'aurait plus à percevoir ses prestations familiales, ce plafond va devenir la variable d'ajustement. Alors aujourd'hui, il sera peut-être à 15 000 € le revenu du couple, demain il va probablement descendre jusqu'à ce que peut-être les familles qui aujourd'hui sont considérées simplement comme modestes, qui font beaucoup d'efforts pour élever leurs enfants, demain seront aussi pénalisées parce qu'elles seront taxées, parce qu'elles ne pourront pas effectivement, je dirais, élever leurs enfants dans de bonnes conditions. Je vais préciser qu'à ce stade nous évoquons des pistes et on va écouter ce qu'a dit le ministre de l'économie Pierre Moscovici à ce sujet ce matin sur RTL. On l'écoutait sur la fiscalisation des prestations familiales. Il y a actuellement une mission qui a été confiée à un ancien président de chambre à la Cour des comptes, qui s'appelle Bertrand Fragonard, qui est le grand spécialiste de ces questions, sur la politique familiale, qui rendra ses conclusions au Premier ministre. Et ensuite, nous prendrons nos décisions. Parce qu'il y a toujours la même méthode dans ce gouvernement aussi, qui est une méthode de dialogue, de confrontation, de négociation. Et puis ensuite, les décisions sont prises. Je pense que c'est la bonne méthode. Jean-Louis Gombault, le gouvernement marche, semble-t-il, sur les œufs. C'est un vieux champ de mine politique. Chaque tentative de revenir sur la politique familiale française a échoué. Est-ce que l'urgence budgétaire rendra la situation différente pour 2013 ? Je pense. Je pense, oui. C'est pas un hasard si M. Migaud a pris cet exemple-là, alors qu'il aurait pu prendre l'exemple de la vieillesse, il aurait pu prendre l'exemple de la maladie. Il a pris cet exemple-là. Je crois que là, il y a un pactole. Vous avez parlé de 70 milliards sur l'ensemble des prestations familiales et les allocations proprement dites, c'est 50 milliards. La question qui se pose, parce que rappelons-nous le programme quand même de M. François Hollande, qui disait il faut supprimer le quotient familial. En gros, les avantages accordés à des couches supérieures qui gagnent correctement leur vie pour transformer ça en crédit d'impôt pour les plus pauvres. C'est-à-dire concentrer les allocations familiales sur les plus pauvres. Voilà quelle était son idée. Et puis, depuis, il n'en parle plus parce qu'évidemment, ça touche évidemment des couches sociales qui ne sont pas très contentes de voir qu'on rabote un certain nombre d'avantages. Jean-Louis de Rossan, le gouvernement attend, semble-t-il, pour se prononcer, cette remise du rapport qu'il a commandé à Bertrand Fragonard, qui est le président du Haut Conseil de la Famille. Est-ce que vous avez été consulté par ce monsieur? Est-ce que vous savez sur quelle piste il travaille? Monsieur Fragonard préside maintenant depuis quelques années le Haut Conseil de la Famille, donc c'est, je dirais, quelqu'un avec qui nous avons des relations fréquentes et l'habitude de travailler. Bon, son objectif, effectivement, est de rendre le rapport en consultant l'ensemble des partenaires, les partenaires sociaux, les partenaires familiaux, qui sont autour de la table du Haut Conseil de la Famille. Après, je pense qu'il essaiera de trouver un consensus le plus large possible. Directement, je dirais, comme l'ensemble des partis
prenantes de la table. Voilà, après il faudra effectivement, mais je dirais que le débat commence. Et dans ce cas-là, avec le début du débat, vous lui direz votre opposition à la fiscalisation des allocations familiales. Oui, parce qu'il faut aussi, je pense qu'il a bien conscience aussi qu'aujourd'hui, la politique familiale française est remarquée dans les pays étrangers. On a un taux de fécondité qui est très bon, mais l'un des meilleurs d'Europe. On a aussi un taux d'emploi féminin qui est très bon. Et il faut être très prudent sur une remise en cause des dispositifs qui ont fait leurs preuves. Donc voilà, moi je crois que j'ai un droit d'alerte. Et vous l'utilisez ce soir. Je l'utiliserai ce soir. Vous le dites d'ailleurs, c'est très compliqué de toucher aux allocations familiales. On se souvient que Martine Aubry, alors ministre de l'Emploi et de la Solidarité, avait supprimé, c'était début 98, tout ou partie des allocations aux familles, gagnant à l'époque plus de 25 000 francs, c'est-à-dire l'équivalent de 3 800 €, et quelques 351 000 foyers furent privés de subsides. Alors la mesure avait suscité un tollé dans l'opinion et 3 mois, Jean-Louis, seulement 3 mois après son entrée en vigueur, Lionel Jospin annulait son enterrement. Rappel des faits, c'est avec Camilla Campuzano. Regardez. Un tollé qui fait plier le gouvernement. Nous sommes en juin 1997. La réforme des allocations familiales vient d'être annoncée il y a quelques jours par Lionel Jospin. Et déjà, la température grimpe à l'Assemblée nationale. Au-delà du choc qu'a entraîné le courage d'une mesure qui n'a pas été prise depuis des années, une mesure qui aujourd'hui montre que la ligne que nous prenons est une ligne de solidarité. Martine Aubry est le fer de lance de cette mesure. Une réforme qui établit des conditions de revenus pour toucher les allocations familiales. Près de 8% des Français de classe moyenne et aisée sont concernés. Une décision injuste pour certaines associations familiales. Presque un an de pression et le gouvernement cède. Lionel Jospin joue la carte de la famille. Volte-face, il renonce à la mise sous condition des allocations. Le Premier ministre ne parle pas d'échec. Il dit tout simplement avoir entendu les protestations des Français. La conviction, ça n'est pas forcément ne jamais changer. Il faut vous habituer à une tentative de gouvernement plus moderne et démocratique. Un scénario que le gouvernement actuel refuse de reproduire. Jean-Louis de Roussan, pourquoi c'est si compliqué de toucher à ce sujet? Pourquoi est-il miné ce sujet? Est-ce que c'est à cause du grand nombre de bénéficiaires, de la puissance des associations familiales, du poids social et symbolique de la politique familiale en France? Je crois que la politique familiale, oui, c'est peut-être les trois, mais je pense que la politique familiale, c'est quelque chose, je l'ai dit, qui nous est envié, qui est partagé par l'opinion publique. Et je crois qu'il y a effectivement intérêt à regarder de près. Je crois on a voulu toucher, on a voulu un peu peut-être bousculer un certain nombre de choses. Je pense qu'il faut aussi préparer l'opinion à toute évolution. Elle n'est pas encore prête. Elle n'est pas encore prête. Il y a encore et on mesure bien encore quels sont les besoins des familles. On se dit, voilà, c'est demain aussi le renouvellement de nos générations, c'est le renouveau économique de demain. Donc je crois que attention, il y a danger. Puisque vous parlez justement des besoins, quelle est la situation des caisses aujourd'hui d'allocation dans ce contexte de crise? Est-ce qu'il y a une explosion des demandes? Est-ce que vous arrivez à gérer quotidiennement toutes ces demandes et ce flux? Je crois qu'il suffit malheureusement de se présenter au guichet d'une caisse d'allocation familiale pour voir malheureusement des queues interminables, des dossiers que l'on a du mal à traiter. Et c'est à notre grand regret, au grand regret de l'ensemble des directeurs et des conseils d'administration des caisses. On est obligé de fermer nos guichets pour traiter les dossiers. On a des milliers de dossiers en attente. Et vous le dites au gouvernement? On le dit au gouvernement. Vous écrivez des lettres, vous protestez, bien sûr, vous avez des réponses? Rassurez-vous, en fait, le message est bien transmis. Mais ce qui veut dire aussi qu'au moment de la crise, heureusement qu'il y avait la sécurité sociale comme amortisseur social. Donc remettre en fait ces fondements-là en cause, il y a vraiment danger. Je crois que c'est important de le préciser. Il faut préciser justement une chose, c'est que ça bouge partout, même à droite. Rappelez-vous, Monsieur le maire, qui rédigeait le programme de l'UMP pour la présidentielle, avait inscrit dans ce programme la fiscalisation. Et la droite lui a dit, cachez-moi cette mesure que je ne veux pas voir. Et donc en réalité, ça bouge non seulement à gauche, mais ça bouge aussi à droite sur cette mesure. Donc il n'est pas exclu qu'on ait une sorte de consensus, malgré les oppositions que vous avez signalées, sur cette question. En tous les cas, Jean-Louis de Roussan tire la sonnette d'alarme sur ce sujet ce soir, président de la Caisse nationale des allocations familiales. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci. Merci Jean-Louis pour votre analyse. La dernière page du 22h à présent avec tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. C'est le tour de l'info de Cécile Sixou et on commence par la Tunisie ce soir. Regardez.
Le Premier ministre tunisien Hamadi Djebali a échoué ce soir. Il n'a pas réussi à former un nouveau gouvernement de technocrates. Il avait promis qu'en cas d'échec, il démissionnerait. Mais finalement, il compte bien rester en poste car selon lui, un compromis est possible. Hamadi Djebali avait pris l'initiative de constituer un gouvernement apolitique après l'assassinat de l'opposant Chokri Belaïd le 6 février. Initiative rejetée par Ennahda, son propre parti, qui met la pression depuis plusieurs jours pour ne pas en être exclu. Inactif depuis le 1er novembre, le compte Twitter d'Hugo Chavez a repris du service aujourd'hui. Et pour cause, le président du Venezuela y annonce son retour au pays après avoir été soigné à Cuba pendant 2 mois pour un cancer. Son silence a alimenté toutes les rumeurs sur son état de santé. Réélu en octobre dernier, il n'avait même pas pu prêter serment en janvier. Aujourd'hui, des centaines de Vénézuéliens se sont retrouvés dans la rue pour fêter le retour de leur président. Marc Dutroux va rester derrière les barreaux. La justice belge lui a refusé aujourd'hui sa demande de liberté conditionnelle. Trop de risques de récidive selon elle et pas de perspective de réinsertion. Après 16 ans de prison, le pédophile avait le droit de faire cette demande qui a suscité un tollé dans l'opinion publique. Arnaud Donquel, ému, à 35 ans, le guide Michelin lui offre sa 3e étoile, un sésame en plus pour son restaurant La Vague d'Or à Saint-Tropez. Je crois qu'il faut vraiment donner son âme, son cœur, donner le maximum de nos tripes tous les jours pour nos clients. Et vous savez, je crois que la cuisine, c'est un geste très simple de partage. Cette année, 5 restaurants ont reçu une seconde étoile et 39 leur première. Au total, l'édition 2013 compte 596 restaurants étoilés, 27 3 étoiles, 82 2 étoiles et 487 1 étoile. Et la palme de l'acteur européen le mieux payé revient à Danny Boone. Avec 3,6 millions d'euros pour 4 films, il devance de peu Gérard Depardieu qui a gagné 2,3 millions d'euros en 2012. Dans la shortlist, on trouve également Catherine Fro, Alain Chabat et Gad Elmaleh. Un palmarès qui intervient quelques semaines après la polémique lancée par Vincent Maraval sur les salaires des acteurs qui visaient notamment Danny Boone. Dans l'œil de Willem de Libération, la relation filiale entre Bernadette Chirac et Nicolas Sarkozy. En effet, elle l'aime comme une mère, son petit Nicolas, et comme une mère, elle ne désespère pas de le voir se représenter en 2017. Et on arrive à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci aussi de votre fidélité. Tout de suite, votre soirée documentaire sur Public Sénat avec le film intitulé La bombe humaine. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain avec plaisir. Comment oublier ces images de panique et de destruction? Samedi 11 mars 2011, un très violent séisme ravage le Japon. Une vague géante frappe le nord-est de l'archipel. Sur son passage, la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Ses réacteurs explosent les uns après les autres. En France, pour la première fois, on réalise qu'un accident grave est possible. Dans le pays le plus nucléarisé d'Europe, le gouvernement s'engage à agir. Nous devrons tirer tous les enseignements de cette catastrophe pour renforcer la sécurité de notre parc nucléaire. Nous avons décidé de livrer toutes nos centrales à un stress test. Si une centrale, je parle pour la France, ne passait pas ces tests, elle serait fermée.
L'opération stress test consistera à vérifier si les centrales sont assez solides pour résister aux séismes, aux inondations et aux accidents graves. Concrètement, les 19 centrales françaises vont s'auto-évaluer. Elles seront inspectées en parallèle par l'ASN, l'Agence de sûreté nucléaire, le gendarme du nucléaire en France. C'est le Haut Comité pour la transparence nucléaire qui rassemble exploitants, syndicats et associations qui sera le garant de cet audit. D'emblée, il va tirer la sonnette d'alarme. Un élément majeur a été oublié dans le cahier des charges des stress tests, c'est l'organisation du travail. Ce sera également la préoccupation principale de la commission parlementaire qui va mener sa propre enquête. Nous n'avons pas reçu de réponse à ce jour, à moins qu'un fax vienne pendant ce temps. L'homme, c'est le véritable enjeu de la sûreté nucléaire. Mais ses conditions de travail ne cessent de se dégrader avec un symptôme majeur. 80% des ouvriers de maintenance viennent aujourd'hui de la sous-traitance. Michel Lallier a consacré sa vie à l'atome. Pendant 30 ans, il a été chimiste ici, à la centrale de Chinon. Au départ, on est comme tout le monde, ça fait peur. On ne sait pas ce que c'est invisible. Et donc, effectivement, il y a de l'angoisse. Mais après, travailler sur des installations qui sont tellement symboliques au niveau de la sûreté, au niveau de la sécurité, qui sont modernes, parce que à l'époque, c'était très moderne. Donc, oui, effectivement, c'est une très très forte excitation. Michel Lallier n'a jamais quitté Chinon. Il a été aux premières loges pour observer les progrès technologiques, mais aussi les transformations du travail dans le nucléaire. Au début des années 90, il a vu la sous-traitance exploser. On m'a vu débarquer sur le site nucléaire un tas de travailleurs qu'on ne connaissait pas. Pour beaucoup d'entre eux, mal formés. À l'époque, je parle de début des années 90, on s'est vite rendu compte que beaucoup d'entre eux, c'était pas des gars du coin. C'était des gars qu'on faisait venir d'ailleurs. Mais combien étaient-ils? On ne savait pas. Comment vivaient-ils? On ne savait pas. Alors moi j'ai pris ma bagnole et puis j'ai été les rencontrer en dehors du boulot, là où ils étaient, dans leur caravane. Le sujet qui a tout de suite mordu, c'était les risques. C'était les risques. C'est-à-dire qu'en définitive, on sait le nombre d'accidents du travail. 6 fois supérieur chez les sous-traitants que chez les agents EDF à l'époque. À travers son syndicat, Michel Lallier a fait de la défense des sous-traitants le combat de sa vie. Son credo, la sûreté passe par les hommes. Les conditions d'intervention, c'est-à-dire les conditions de travail de l'ensemble des salariés EDF et sous-traitants, s'est dégradé. Et de ce point de vue-là, on peut aussi considérer que la sûreté nucléaire a subi un certain nombre de coups qui font qu'il faudrait peut-être aujourd'hui regarder de plus près ces questions-là, parce que pour demain, les risques en matière de sûreté nucléaire, selon moi, viennent de là, viendront de là. Qui sont donc ces hommes qui font tourner les centrales françaises? Moi, ce que je fais comme travail aujourd'hui sur les centrales nucléaires, c'est du montage d'échafaudage. J'ai été décontamineur, j'ai fait de la mécanique, j'ai touché à tout. Notre travail, c'est de apporter tout le matériel qu'il faut pour pouvoir travailler en sécurité. Nous avons voulu comprendre comment vivent et comment travaillent ces 20 000 sous-traitants de l'atome. Le gros souci, c'est qu'aujourd'hui, il faut venir tout le monde en même temps, donc le même jour. Et on n'a pas commencé à monter l'échafaudage. Il faut que la personne y monte dessus. Ils ouvrent la cocotte,
Ils plongent tout le monde là-dedans, ils ferment la cocotte, on l'ouvrira dans 20 jours. Il faut que ce soit fini. Ils demandent de plus en plus de la rentabilité, de plus en plus de l'argent qu'il faut qu'il rentre dans la caisse. Il faut aller de plus en plus vite, et avec de moins en moins de personnel, quoi. Un de ses sous-traitants nous a donné rendez-vous à 5 h du matin sur ce parking. Il vient de finir sa nuit à la centrale de Penly, en Normandie. Comme la plupart des ouvriers prestataires, il s'occupe de l'entretien des réacteurs pendant qu'ils sont à l'arrêt. Stéphane Moulinas est ce qu'on appelle un nomade du nucléaire. Il travaille en 3-8 et sillonne la France depuis 6 ans, de centrale en centrale, pour les périodes de maintenance. Tous les 3 mois, il doit trouver un logement, comme ce gîte meublé où il vit seul, à 800 km de sa femme et de ses enfants. Et puis après, ça va être le bon dodo. Hop. Et parfois, comme là, je vais me taper un bon café bien chaud, je suis tout seul, quoi. Je parle à haute voix. Alors je sais pas si c'est moi qui déraille ou si c'est cette vie-là qui me fait ça. Mais la solitude, ça commence à peser, quoi. Qu'est-ce qui est plus dur pour vous dans cette vie-là? D'être loin de ma famille. Et puis, ouais, de pas pouvoir être là pour élever les enfants, pas pouvoir être là pour épauler mon épouse. Pas être à la maison, quoi. Stéphane Moulinas a longtemps été au SMIC, puis il a choisi la vie de nomade pour ses primes de déplacement. 67 € de plus par jour pour assurer l'avenir de ses 4 enfants. On a une famille à nourrir chez nous. Bon, pour moi, c'est à Montélimar. On a une maison à payer. Bon, j'ai fait construire, j'aurais pu rester en HLM aussi, mais si je pars en déplacement, c'est pour justement construire un confort à ma famille. Il y a 6 ans encore, Stéphane Moulinas travaillait à la centrale de Cruas, près de chez lui. Quand ma société a perdu le contrat à Cruas, la société qui reprenait le marché était prête à m'embaucher, quoi. Et moi, j'ai voulu rester avec ma société. Parce que, par fidélité, on va dire. Comme tous les sous-traitants du nucléaire, Stéphane Moulinas intervient dans les zones les plus contaminées des centrales. Chaque jour, il consigne les doses radioactives qu'il reçoit dans ce petit carnet. 0,610 millisieverts. Elle se mesure en millisieverts. 19. Sur l'année, vous êtes grosso modo, je suis entre 11 et 12 millisieverts sur l'année. Depuis le mois de janvier. On est en novembre, presque en décembre. Ça va, quoi. Et le plafond est là? Le plafond, il était à 20 millisieverts il y a quelques années. Je crois qu'il est descendu à 18. Et notre société, nous, à 15, elle nous arrête. Et à 11, 12, 13, ils nous disent, oh là, faut lever le pied maintenant. C'est votre cas? Ouais. Mais là, je suis pas encore en zone rouge, quoi. Je suis pas encore en alerte. Donc, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais qu'en sera-t-il dans 5 ou 10 ans? La santé des sous-traitants dans le monde de l'atome demeure un tabou. Aucun chiffre officiel, pas d'études scientifiques. Les hommes sont invisibles. Pourtant, leur vie peut basculer en un instant. C'est ce qui est arrivé à Dominique Sanson. En 2007, il intervenait à la centrale de Palluel lorsque l'accident a eu lieu. En découpant un tuyau, le soudeur a été contaminé par des particules radioactives. À l'infirmerie, donc, ils m'ont décontaminé. Il leur a fallu quand même une bonne heure et demie, quand même, parce qu'on a pris plusieurs douches. Donc, ils ont commencé par la tête, hein, parce que la tête, j'en avais partout sur la tête, le visage. Et, au bout de 2-3 lavages de la tête, donc j'ai pris 2-3 douches aussi, pour me décontaminer. Et ensuite, on est passé à l'anthropogammétrie. Donc, c'est pour voir si on a absorbé donc, des particules, quoi. Et suite à ça, bon, donc l'infirmière m'a dit que j'étais contaminé interne.
En temps normal, comme sur ces photos, la zone de travail doit être protégée. Il faut aussi un aspirateur pour évacuer les poussières dangereuses qui s'échappent du tuyau. Selon Dominique Sanson, rien n'était en place. Il a donc refusé d'effectuer l'opération malgré l'insistance de sa hiérarchie. Au bout de 3 jours, celle-ci a fini par installer l'aspirateur, qui s'appelle aussi déprimogène. Manque de chance, l'appareil a été débranché par erreur. Ça paraît quand même bizarre, mais pour une centrale nucléaire, mais il y a un gros manque de prise. Malheureusement. Et il y a un collègue qui travaillait 2 étages en dessous, là où était branché mon déprimogène, avait un boulot comme nous tous, hein, très urgent à faire, m'a débranché, il s'est branché à ma place, quoi. Le temps que je me dégage, bah forcément, j'ai respiré pas mal de particules, quoi. Donc j'étais contaminé, forcément, interne, à l'intérieur de mon corps. Le soudeur a poursuivi son employeur en justice. Il a perdu. Les termes du jugement sont clairs. En l'absence de lésion, l'événement ne peut être qualifié d'accident du travail. L'impression que j'ai, oui, c'est ça, c'est d'être pris pour un Kleenex, quoi. On n'a plus besoin, on jette, quoi. Les risques de la sous-traitance sont-ils suffisamment pris en compte par les autorités? C'est la question centrale des parlementaires qui poursuivent leur enquête en marge des stress tests. Depuis Fukushima, ils inspectent les centrales et ce qui les inquiète avant tout, ce n'est pas un séisme ni une inondation. Nous avons noté le recours excessif à la sous-traitance. Et la sous-traitance en cascade, ce qui veut dire qu'il y a un sous-traitant, du sous-traitant, du sous-traitant, du sous-traitant. Nous avons recensé jusqu'à une cascade de 7 sous-traitances, ce qui veut dire que l'exécutant se trouve très éloigné de la commande initiale. Pour les parlementaires, la sous-traitance implique des risques non seulement pour la santé des travailleurs, mais également pour la sûreté des centrales. François Fillon avait l'embarras du choix. Août 2011, le Premier ministre promet. Les stress tests ne vont pas se contenter de vérifier la solidité des centrales. L'homme sera pris en compte lui aussi. Mais le message essentiel n'est pas là. Si l'accident de Fukushima nous rappelle que le nucléaire comporte des risques potentiels, il ne doit pas occulter ses avantages considérables. Je récuse fermement les approches manichéennes dans lesquelles beaucoup voudraient nous enfermer. Entre la sortie du nucléaire et le tout nucléaire, il y a une voie responsable. La France a besoin du nucléaire. Les Français ont aussi besoin d'être rassurés sur la sûreté de leur centrale. Ça tombe mal. 10 jours plus tard, un accident vient rappeler les dangers du nucléaire. Merci d'être avec nous et tout de suite donc direction le département du Gard avec cet accident, cette explosion dans une installation nucléaire. À Marcoule, une filiale d'EDF fait fondre des déchets radioactifs dans un four à 1600 degrés. Ce 12 septembre, le four explose. Un ouvrier meurt sur le coup, un autre est grièvement brûlé. 3 de ses collègues sont blessés. Nous avons cherché à comprendre les raisons de cet accident. 2 salariés ont d'abord accepté de nous répondre, puis ils se sont rétractés par peur de faire fermer l'usine. 400 emplois menacés. Erreur humaine, course à la rentabilité, des enquêtes sont en cours pour établir les causes de l'accident. Mais une chose est sûre, le four contenait des déchets beaucoup plus radioactifs qu'EDF ne l'a déclaré au départ. Une radioactivité 500 fois plus élevée, voilà ce qu'a découvert l'autorité de sûreté nucléaire, qui demande à l'exploitant des explications sur les raisons de cette sous-évaluation. À Paris, c'est à la même omerta que se heurte cet avocat. Il s'est emparé du dossier de la sous-traitance en France. Là, nous sommes dans un secteur qui a la culture du secret, avec un corps d'inspection chargé de veiller sur la santé des travailleurs, qui lui-même est issu de ce milieu-là.
Et donc, on est dans un milieu dans lequel il est extrêmement difficile de pénétrer. On s'aperçoit que l'État, véritablement, est jugé parti. Et que, au lieu de favoriser la transparence, la transmission des informations, le contrôle dans les conditions optimales, eh bien, on a le sentiment qu'au contraire, il est en train de tout verrouiller pour que la vérité n'apparaisse pas. L'avocat s'est associé à une chercheuse en santé publique. Ensemble, ils ont déjà défendu les malades de l'amiante et réussi à faire condamner, entre autres, le CEA, EDF et l'État. Leur objectif, gagner aujourd'hui la bataille du nucléaire. Lorsque j'ai commencé à travailler sur ce sujet en 88, voyant l'importance de l'exposition et ce que je pouvais comprendre de la littérature sur le sujet me faisait craindre la survenue de cancers 20 ans plus tard, et maintenant on y est. Il y a une étude épidémiologique qui a été faite sur une quinzaine de pays, qui était dirigée par le Centre international de recherche sur le cancer. Cette étude montre des excès de cancer tout à fait caractéristiques chez les travailleurs du nucléaire sur l'ensemble de la carrière. Leur première victoire, c'est Christian Véronneau. Sous-traitant toute sa vie dans le nucléaire, il souffre d'un cancer bronchopulmonaire. Son cas est sans précédent. Sa pathologie a été reconnue comme maladie professionnelle. J'ai fait une rechute. Oui. Alors, il y a les ganglions cancéreux qui sont revenus. Oui. Bon, on m'a dit de faire une radiothérapie puis une chimiothérapie en même temps. Oui. Vous avez fait les deux en même temps? J'ai fait les deux en même temps, c'était douloureux. J'ai souffert. Oui. Est-ce que vous pouvez me raconter ce que vous faisiez dans le nucléaire? Je faisais la décontamination piscine. Cette intervention-là, vous la faisiez en combien de temps? On était 2 heures au fond, à peu près. 2 heures au fond? Ouais, je descends de 2 heures et prendre 3 millisieverts. 3 millisieverts en 2 heures? C'est énorme, 3 millisieverts en 2 heures. Vous étiez au courant que ça pouvait impliquer des risques pour votre santé? Pas du tout, non. On n'en aurait pas parlé, on n'en avait jamais parlé. Hein. Si c'était à refaire, cette vie professionnelle? J'essaie de prendre la dose possible. Ouais, c'était à refaire. Est-ce que c'est possible, ça? Non. Les employeurs, ils connaissent le risque. Ah oui, sûr. Et en fait, vous n'êtes pas protégé. L'affaire va maintenant être jugée par le tribunal de Melun. Christian Véronneau entend faire condamner ses employeurs. Alors que les stress tests se poursuivent, EDF organise un exercice de crise à la centrale de Cruas dans la Drôme. La presse est conviée. Tous les enfants de l'école primaire de Cruas regroupés dans une salle, une dizaine de journalistes autour. L'exercice de crise nucléaire est en cours. EDF présente sa nouvelle force d'intervention rapide. C'est l'une de ses réponses à Fukushima. Un incident est simulé, des réacteurs en surchauffe comme au Japon. Le rôle de l'équipe de secours, rétablir l'alimentation en eau. En fin de journée, opération réussie, la centrale est sauvée. Le lendemain, c'est l'autorité de sûreté nucléaire qui, dans le cadre des stress tests, débarque à Cruas. Et pour la première fois, nous sommes autorisés à suivre une visite qui commence à l'aube. Michel Lallier est là, chargé de veiller à ce que les sous-traitants ne soient pas oubliés. Justement, ils se sont invités. Ils veulent profiter de l'inspection pour se faire entendre. On a appris hier qu'il y avait aujourd'hui une visite de l'ASN du Haut Comité à la Transparence. Ils viennent regarder justement dans le cadre de Fukushima, le post-Fukushima, les aspects réglementaires du site, notamment dans le cadre des séismes, dans le cadre des inondations. Donc je viens de prendre contact là avec la direction d'EDF qui nous a donné l'assurance de notre revendication. Donc on sera reçu ce matin par les inspecteurs de l'ASN. Alors, ils ont soi-disant un quart d'heure à nous accorder. Un quart d'heure? Ah ben... Il faut bien leur titiller, leur dire, attendez là, la sûreté c'est l'affaire de l'homme quoi. C'est le matériel, ok, mais c'est l'homme. Alors s'il vous plaît, vous allez nous écouter un petit peu. Vu que c'est 80% des activités, c'est nous qui les réalisons, ce serait temps de s'occuper de nous quoi. De plus en plus, on est livré à nous-mêmes. On fait des activités et on se surveille.
EDF a même plus la même mise là-dessus, quoi. Le juge est parti, ça c'est formidable. Voilà, tout à fait. Le jeu de l'entreprise qui n'est pas là pour la sûreté nucléaire, mais est là pour l'argent, c'est de mettre le moins de personnel possible pour effectuer la tâche. On va encore tirer vers le bas le coût du travail et on va augmenter la souffrance au travail. C'est ça le grand problème. C'est bien, on est motivé. Impossible de filmer cette rencontre entre l'ASN et la CGT, mais nous nous sommes procuré un enregistrement sonore. L'aspect humain, je suis désolé, je ne le retrouve pas dans votre cahier des charges. Non, mais attendez, mais à l'intérieur, il y a des hommes. Qui c'est qui réalise le travail? Votre rôle, c'est la sûreté. Et comment vous allez pouvoir regarder la sûreté, comment la sûreté va être menée dans les installations nucléaires si vous ne regardez pas le facteur humain? C'est juste ça. Là où vous avez raison, c'est qu'aujourd'hui, on ne va pas le regarder parce que ce n'est pas le sujet. Moi, ce que je viens vérifier aujourd'hui, c'est si la centrale, elle respecte ses obligations aujourd'hui en termes de séisme, d'inondation, de conduite accidentelle, etc. Nous avons rendez-vous quelques heures plus tard avec les gendarmes du nucléaire. Et là encore, ce qui les préoccupe, ce sont les risques d'inondation. Actuellement, il y a un exercice en cours. Donc là, on ne le voit pas puisqu'ils sont dans une autre partie de l'installation. On est en train de vérifier que la centrale serait protégée contre une inondation externe. Donc vous voyez ici des protections contre l'inondation externe, donc plus de forte intensité. C'est les parties rouges que vous voyez. Ces protections-là sont en place à demeure. Elles ne sont pas très hautes. Ah mais elles sont dimensionnées pour s'assurer que l'eau ne pénètre pas. Après, vous avez des moyens d'évacuer l'eau par le réseau d'eau pluviale et éventuellement des stations de pompage. Apparemment, une barrière de 20 cm de haut et une grille d'égout feront l'affaire. Mais les hommes dans tout ça? C'est vrai que la question de la gestion des prestataires, la gestion des sous-traitants est une question qui est légitime et qui effectivement a un impact sur la sûreté. Mais il faut savoir que qu'EDF fasse appel à des sous-traitants ou non, ce sera lui toujours le responsable de la sûreté. Et c'est pour ça que l'ASN, depuis plusieurs années, regarde le thème des prestataires. Et actuellement, d'ailleurs, la position de l'ASN est que EDF ne surveille pas assez ses prestataires. L'ASN reconnaît ouvertement que la sous-traitance est un problème. Mais pour la direction, tout est sous contrôle. Il y a tout un travail aujourd'hui d'EDF avec ces entreprises-là pour donner de la visibilité à ces entreprises maximum. C'est avoir des contrats pluriannuels, de long terme, ce qui permet aux entreprises d'investir dans la formation, d'investir dans l'humain, justement, et de faire en sorte que ces gens-là soient professionnalisés sur des longs termes. Donc ensuite, en termes de qualité d'accueil, bien entendu, on y est très vigilant. À Cruas, on a construit, par exemple, l'année dernière, un bâtiment qui est dédié, un bâtiment de vestiaire, qui leur permet d'avoir des conditions d'installation. C'est un bâtiment neuf et idéal. Comment expliquer alors que l'ASN ait récemment rappelé à l'ordre le directeur de la centrale de Cruas? Dans ses courriers, l'autorité de sûreté exige qu'un délai suffisant soit octroyé aux sous-traitants pour qu'ils puissent réaliser leurs interventions dans de bonnes conditions. Mais il y a plus grave. Dans ce nouvel avertissement, l'ASN demande à la centrale de progresser sur les actions de surveillance des prestataires qui s'occupent de la radioprotection. 17 novembre 2011, l'opération Stress Test touche à sa fin. C'est un rapport que tout le monde va lire avec beaucoup d'attention après la catastrophe de Fukushima. Tous les réacteurs des centrales nucléaires françaises ont été passés au crible par l'autorité de sûreté nucléaire. L'ASN a terminé ses inspections, chaque centrale a remis sa copie. Nous avons lu ces rapports avec attention. Et là, surprise. Au chapitre de la sous-traitance, aucun élément d'auto-évaluation. Seuls apparaissent les textes de politique générale d'EDF. Dans ces rapports, on ne trouve rien sur les dysfonctionnements relevés régulièrement par l'ASN dans chaque centrale. Décembre 2011, opération commando de Greenpeace qui s'introduit dans 2 centrales nucléaires. On vient d'arriver là, sur le dôme du réacteur nucléaire de la centrale de Nogent. 5 secondes. Et on trouve que c'est un peu facile. À Nogent-sur-Seine, les militants sont arrêtés au bout de 5 heures, tandis qu'à Cruas,
ils parviendront à rester toute la journée dans la centrale. Alors l'objectif de cette opération, il est double. Le premier, c'est démontrer la sensibilité des installations nucléaires et notamment avec quelle facilité on peut s'introduire dans une centrale nucléaire. Ça, c'est le premier objectif. Le second objectif, il vise à montrer la faiblesse de l'audit de sécurité qui a été demandé par le gouvernement il y a quelques mois à l'autorité de sûreté nucléaire. Cet audit ne contient absolument pas une analyse des agressions externes non naturelles, comme le risque terroriste, comme le risque d'intrusion ou comme la chute d'un avion sur un réacteur. En cette fin d'année 2011, de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer les failles du système, pour alerter sur les risques que courent non seulement les travailleurs, mais la population tout entière. Gien, au sud d'Orléans, vit entre deux centrales, celle de Dampierre et celle de Belleville. C'est ici que des ouvriers de la sous-traitance ont décidé de mener le combat. Pour Daniel Loengo et Philippe Billard, 25 ans de nucléaire, la dégradation des conditions de travail représente un réel danger pour les habitants. On connaît les risques qui sont liés à la santé et aussi pour la population. Donc on a ce truc supplémentaire qu'on n'a pas dans les autres industries, c'est-à-dire la sûreté. Garantir la sûreté pour la population. Quand même, quelque part, on nous a mis dans la tête qu'on était un petit peu des Tarzans, quoi. Et ça, quand ce but-là, on ne peut pas l'atteindre, on peut être qu'en souffrance. À continuer comme ça, et si demain il arrive un accident nucléaire, on va nous dire que c'est nous, les prestataires, qui sommes responsables, parce qu'on n'a pas fait notre travail correctement. Alors que c'est pas ça. La réalité, elle n'est pas là, c'est qu'on ne nous donne pas le temps de le faire, qu'on ne nous donne pas les moyens de le faire. C'est surtout ça. De toute façon, il faut que quelqu'un se sacrifie dans cette industrie pour que les gens prennent conscience. J'étais parti même aller me jeter carrément dans la piscine du bâtiment réacteur. Et c'est là que donc quand j'ai fait part à mes collègues, Philippe Billard et puis d'autres collègues, qui m'ont soutenu, qui m'ont dit non, ton combat c'est de rester avec nous, non pas te foutre en l'air, quoi. Je lui ai dit non, non, parce qu'on n'est pas nombreux, et puis on n'a pas fini, et puis c'est pas longtemps que tu partiras, quoi. Donc on a causé pendant un bout de temps quand même au téléphone. Ce que Daniel Loengo et Philippe Billard dénoncent depuis des années, c'est la course à la rentabilité. Les périodes de maintenance sont de plus en plus courtes dans les centrales. En 20 ans, la durée de ces arrêts de tranche est passée de 3 mois à 7 semaines. Un arrêt de tranche, ça coûte 1 million d'euros à EDF. Par jour. Par jour. Donc on est arrivé aujourd'hui, il y a quelques années, on nous disait qu'il faut essayer de gagner une journée, voire 2 journées de travail. Ensuite, il y a 5-6 ans, on nous disait maintenant il faut essayer de gagner 1 heure, par 2 heures, 3 heures. Et maintenant on nous dit qu'il faut essayer de gagner des secondes. Donc un arrêt de tranche, pour un salarié, ça va être la course contre la montre. En plein bout, on doit être 600 personnes là-dedans, dans un bâtiment réacteur. Donc, en sachant qu'il y a des échafaudeurs, des robinettiers, des calorifugeurs, il y a des jumpers, il y a tout le monde. Et on se pique les prises de courant les uns contre les autres. Parce qu'on manque de prises de courant, on manque de tout. Donc, mais il faut faire, mais coûte que coûte, il faut qu'à la fin de la journée, le travail soit fait. Donc, on en arrive après à des situations d'engueulade entre nous, et voire, il y en a même qui se battent. Est-ce que vous pouvez m'expliquer concrètement ce que vous êtes amené à faire du coup dans ce temps très réduit qui peut être dangereux? C'est sur les procédures EDF. Les procédures EDF, c'est des tas de papiers, il doit y avoir une dizaine de feuilles à remplir à chaque fois, où on se doit de cocher chaque intervention. Et le souci, c'est qu'aujourd'hui, on coche des interventions alors qu'on ne les fait pas, quoi. Philippe Billard et Daniel Loengo se sont alliés à une association écologiste pour alerter les habitants de la région. D'accord. On parle très peu, ou même jamais, des risques humains et des risques de défaillance humaine, des conditions de travail en centrale. On a un peu l'impression que c'est un sujet tabou. Participe à cette réunion le maire de Dampierre, le médecin du travail de la centrale de Chinon, mais également Michel Lallier, qui suit les stress tests. Le nucléaire, quand on parle des hommes, on dit d'abord, on dit 2 choses. 1, il faut des compétences. Oui, bien sûr qu'il faut des compétences, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi que les hommes soient placés dans les conditions qui leur permettent d'exercer ces compétences. C'est grâce aux hommes qu'on atteint le résultat. C'est grâce aux hommes qu'il y a de l'électricité qui est produite, et c'est grâce aux hommes qu'il n'y a pas d'accident. Aujourd'hui,
il n'y a pas d'action réelle, véridique, ni de la part des exploitants, ni de la part du pouvoir public, ni de la part de l'autorité de sûreté, pour que les choses changent. On va grouper les questions. On va parler de la même chose. Bah, justement, alors allez-y, et après on passe à la question. Je pense que le problème auquel on est confronté aujourd'hui est un problème éminemment politique. Parce que si effectivement, à un moment donné, on a sous-traité au sein d'EDF, c'était pour privatiser plus facilement, pour réduire le nombre des agents EDF. Donc c'est vraiment le rôle principal des politiques de faire un certain nombre de choses. L'inquiétude est telle que même des agents EDF sont venus rejoindre les sous-traitants dans leur combat. On est là aussi aujourd'hui parce que les problèmes des sous-traitants, ça nous concerne directement. Quand un sous-traitant il a la pression pour travailler, quand il ne peut pas finir son boulot en fin de semaine parce qu'il veut rentrer chez lui pour voir sa famille, bah nous, ça nous impacte directement.